Le 24 octobre 2025, Tenko suffoque et la ligne avance. Le Premier ministre Ouédra quitte Ouagadougou pour Nakami, l'ancienne Sentoura Est, non pour un protocole, mais pour partager la boue, serrer des mains calleuses, promettre drone, coordination VDP et route ranimée, dans une base où l'on cartographie village repris, marché rallumé et classe rouverte, pendant que la poussière, encore lourde des années de fuite, se mélange à une idée simple, l'État n'observe plus de loin, il se tient aux côtés de ceux qui saignent. Et vous, que fera votre matin si Ibrahim Traoré maintient ce cap? Un pays teste sa souveraineté, maintenant, sous les yeux du Sahel. Chaque geste observé à Nakami ce jour-là portait une promesse silencieuse, celle d'un État revenu du bord du gouffre. Les visages poussiéreux, les uniformes rapiécés et les voix rauques dessinaient un pays en reconstruction, non par miracle, mais par méthode. Le Premier ministre n'a pas parlé d'héroïsme, il a parlé de constance. Dans ces mots, une phrase a marqué: Va, si nous tenons ici, nous tiendrons partout. Cette déclaration, simple et mesurée, condensait tout: la foi dans le terre, l'alliance entre les civils et les VDP, et le refus du fatalisme. Elle annonçait un nouveau pacte social où la bravoure ne se décrète pas depuis un bureau mais se prouve sur le terrain. Les enjeux étaient en vert: sécuriser la moitié et du Burkina Faso, redonner souffle à l'économie locale et rallumer une confiance collective disparue depuis des années. Dans cette chaleur de fin d'octobre, l'histoire ne se contentait plus d'être racontée. Elle se réécrivait à la sueur, au risque et à la foi. Dès l'aube, le chiffre circulait dans les rapports militaires: plus de 72% du territoire national était repassé sous contrôle de l'État burkinabé. Ce n'était pas une statistique sèche, c'était la preuve qu'un changement mesurable s'opérait. Ce tournant redessinait la perception même de la guerre, d'une tragédie figée à une reconquête coordonnée. La bascule avait commencé plus tôt qu'on ne l'imaginait. Dans les plaines de l'Est, les convois roulaient désormais sans escorte étrangère. Les marchés rouvraient, les enfants riaient à nouveau sur des routes jadis minées. Chaque kilomètre regagné racontait une histoire de courage et de coordination, nourrie par un maillage inédit entre forces régulières et volontaires pour la défense de la patrie. L'initiative, conçue d'abord comme un appoint, était devenue l'épine dorsale d'un modèle burkinabé de sécurité intégrée. Ce tournant s'expliquait aussi par la présence politique renouvelée sur le terrain. Ibrahim Traoré n'avait pas choisi la distance mais la proximité. Il incarnait un style de commandement qui brouillait les frontières entre le pouvoir civil et la responsabilité militaire. Ses visites dans les bases, ses discussions avec les ingénieurs et les paysans montraient un État redevenu tangible. Là où les chancelleries voyaient une militarisation du pouvoir, le peuple voyait une incarnation du devoir. La bataille de Nakami devenait alors plus qu'un épisode, un laboratoire. Les rapports internationaux la décrivaient comme une stabilisation expérimentale. Mais sur le terrain, elle était vécue comme une renaissance. Chaque route réparée, chaque puits réhabilité, chaque école rouverte marquait la fin d'une époque où la peur dictait les gestes quotidiens. Derrière ces statistiques se dessinait une équation politique nouvelle: moins de dépendance extérieure, plus de souveraineté opérationnelle. Le récit burkinabé, longtemps périphérique, entrait désormais dans le cœur des débats africains sur la liberté, l'autonomie et la mémoire. Et c'est là, dans ce contraste entre misère passée et ordre retrouvé, que naissait une question qui allait tout traverser. Combien de temps la foi peut-elle tenir sans ressources? Sur le terrain, deux figures se détachaient: le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédra, stratège civil de la reconstruction, et le capitaine Ibrahim Traoré, chef militaire devenu symbole d'endurance nationale.
Ensemble, ils incarnaient une complémentarité rare dans une zone où les fractures institutionnelles avaient longtemps nourri la défaite. Ouédra apportait la planification, Traoré la conviction. L'un parlait en cartes et en chiffres, l'autre en regard et en gestes. Leur alliance n'était pas idéologique, mais fonctionnelle. À Nakami, leurs pas se mêlaient dans la poussière d'une cour de caserne transformée en centre de coordination. Sous un auvent improvisé, ils suivaient sur une carte les points rouges devenus verts, villages libérés puis réhabilités, routes rouvertes. Ce n'était pas un spectacle, c'était une méthode. Les soldats voyaient des décisions appliquées en temps réel, sans délai bureaucratique. Les volontaires civils, eux, découvraient que leurs paroles comptaient. Cette synergie a produit ses premiers effets visibles. Les convois humanitaires ont repris leur route, les marchés hebdomadaires ont redémarré et le nombre d'attaques signalées a chuté d'un tiers entre février et avril 2025. Ce recul, bien que fragile, prouvait qu'une dynamique était enclenchée. Mais au-delà des statistiques, quelque chose d'autre changeait, la perception du possible. Là où l'on survivait, on recommençait à espérer. Là où l'on fuyait, on reconstruisait. Les villageois parlaient désormais de tenir au lieu de partir. Et dans cette tension entre précarité et renouveau, une idée s'imposait. Le Burkina Faso n'avait plus seulement besoin de sécurité, il réapprenait à croire à sa propre continuité. Tout a commencé dans une chaleur dense ce 24 octobre 2025, quand les premières unités burkinabées ont quitté Tenko avant l'aube. Les routes étaient encore couvertes de poussière, mais les radios craquaient d'une énergie nouvelle. L'opération n'était pas un simple déploiement. C'était un test grandeur nature du modèle Traoré, unir l'armée régulière, les VDP, et les communautés locales sous une même stratégie. D'abord, l'allumage. Les colonnes ont progressé lentement vers Nakami, jadis couloir de terreur. Les villageois, d'abord silencieux, observaient ces silhouettes portant le drapeau rouge, vert et or. Puis un murmure s'est levé. Ils reviennent, les nôtres reviennent. En quelques heures, 5 positions ennemies ont été reprises. Pas une victoire symbolique, un basculement territorial confirmé par les drones nationaux conçus sous la supervision directe d'Ibrahim Traoré. Ensuite, le point de tension. À midi, les combats se sont intensifiés autour de la rivière Koudougou. Les insurgés, retranchés, utilisaient encore du matériel venu de l'étranger. Mais les troupes burkinabées, coordonnées par radio avec les VDP, ont pris l'avantage. Une phrase a traversé les ondes. Nous luttons pour le droit au retour. Cette déclaration, répétée par les médias locaux, est devenue en quelques heures un slogan national. Elle marquait un tournant. La reconquête n'était plus seulement militaire, elle devenait morale. Enfin, la retombée. À la tombée de la nuit, plusieurs villages avaient été libérés. Les civils sortaient des maisons barricadées depuis des mois. Des femmes ont planté à nouveau des drapeaux, des enfants chantaient autour des puits rouverts. Les radios communautaires ont diffusé un message. Nambi se lève. Le lendemain, la presse régionale a parlé de miracle burkinabé. À Paris et à Washington, le ton était plus prudent. On évoquait un précédent dangereux, une armée nationale victorieuse sans supervision étrangère. Mais sur le terrain, personne ne parlait de géopolitique. Les hommes réparaient des routes, les femmes organisaient la distribution de vivres et les enfants reprenaient le chemin des classes sous escorte. L'armée n'était plus perçue comme un pouvoir, mais comme une protection. Le capitaine Ibrahim Traoré, toujours sur le terrain, refusa toute célébration. Dans son discours du soir, retransmis à la radio nationale, il prononça ces mots. Ce que nous reprenons aujourd'hui, ce ne sont pas des kilomètres, ce sont des vies. L'effet fut immédiat.
La population se sentit incluse dans une mission commune. Des milliers de volontaires s'inscrivirent dans les jours suivants pour rejoindre les unités locales. Ce moment marqua un changement d'époque. Le Burkina Faso cessait d'attendre l'approbation du monde pour exister. Dans la poussière de Tenko, une nation reprenait forme. 3 mois après le déclenchement de l'opération de Nakami, les premiers rapports officiels du ministère de la Défense burkinabé ont confirmé ce que le terrain murmurait déjà. 62,4% du territoire national était désormais sous contrôle gouvernemental. Ce chiffre, audité par des observateurs indépendants africains, traduisait une avancée spectaculaire. Mais derrière la donnée brute, chaque décimale portait un poids humain. Pour chaque point de pourcentage gagné, plus de 30 000 civils retrouvaient l'accès à un marché, une école ou un puits sécurisé. Un deuxième indicateur révélait une transformation tout aussi marquante. La fréquence des attaques recensées avait chuté de 38% entre février et juin 2025, une baisse attribuée à la coordination entre armées régulières et VDP. Cette donnée ne signifiait pas la paix, mais la consolidation. Elle prouvait que le modèle défense intégrée de Traoré fonctionnait non pas comme un pari idéologique, mais comme un mécanisme concret d'autonomie. Enfin, la troisième mesure concernait la dimension économique. Les marchés locaux, jadis fermés ou désertés, affichaient une reprise de près de 26% du volume commercial hebdomadaire. Ce renouveau, appuyé par des circuits de ravitaillement interne, réduisait la dépendance à l'importation humanitaire. Chaque transaction devenait un acte de résistance économique, un geste qui traduisait le principe défendu par Ibrahim Traoré. Un pays qui mange avec ses mains ne pliera pas sous les chaînes des autres. Mais au-delà des chiffres, les symboles comptaient tout autant. La radio nationale diffusait désormais des bulletins de reconstruction plutôt que des alertes. Les drones burkinabés, produits localement, surveillaient les routes en soutien des forces terrestres. Un progrès technologique inattendu pour un pays que beaucoup disaient condamné. Et dans les écoles rouvertes, les enfants apprenaient de nouveaux mots: autonomie, reconstruction, espoir. Ces résultats ne signifiaient pas la fin du combat, mais la validation d'un cap. Dans les couloirs du pouvoir à Ouagadougou, les analystes parlaient de décollage interne. Les, les sceptiques, eux, admettaient que les données étaient irréfutables. Certes, les défis logistiques demeuraient énormes: infrastructures à rebâtir, financements à trouver, fatigue des troupes à gérer. Mais un seuil avait été franchi, celui où la nation cessait de compter les pertes pour commencer à mesurer les progrès. Les chiffres devenaient des histoires. Chaque pourcentage se traduisait en visage, chaque indicateur en geste quotidien. Et pour la première fois depuis des décennies, la statistique servait la narration d'un peuple qui refusait la fatalité. Le Burkina Faso, dirigé par un capitaine que d'aucuns jugeaient imprévisible, venait de prouver que la cohérence pouvait naître du courage. Face à cette montée en puissance du modèle burkinabé, deux visions s'affrontent. La première, soutenue par plusieurs chancelleries occidentales, avance que la stratégie d'Ibrahim Traoré, fondée sur l'autonomie et la militarisation communautaire, risque d'engendrer une dépendance inverse, un pouvoir trop concentré, un contrôle excessif des populations rurales, une économie repliée sur elle-même. Pour ces observateurs, la stabilité à court terme ne garantit pas la prospérité à long terme. Le progrès sans équilibre, disent-ils, conduit à la rigidité. La seconde thèse, portée par des analystes africains et des acteurs locaux, affirme au contraire que le Burkina Faso vit une réappropriation historique. La coordination entre civils et militaires n'est pas une dérive, mais une mutation politique. La souveraineté opérationnelle devient le socle de la reconstruction. Là où d'autres parlent de nationalisme fermé, eux y voient un retour à l'échelle humaine du pouvoir.
Quand un paysan peut défendre sa ferme et y vendre son blé sans craindre une embuscade, la sécurité cesse d'être un concept et redevient une expérience vécue. Entre ces deux pôles se déploie la complexité du réel. Car si Traoré refuse le langage diplomatique, il impose celui des faits. Routes construites, écoles rouvertes, infrastructures réhabilitées sans prêt extérieur. Les indicateurs économiques, bien qu'encore modestes, attestent d'un frémissement durable. La Banque africaine de développement évoque déjà une stabilisation endogène inédite. Ce débat ne se résout pas par l'idéologie, mais par la mesure. L'histoire du Burkina Faso, dans sa rugosité et sa lenteur, révèle une chose simple. Aucune souveraineté ne s'importe. Elle se forge grain après grain dans la terre, la sueur et la mémoire. Ainsi, la question n'est plus de savoir si le modèle burkinabé plaît au monde, mais s'il peut durer, et si ce qu'il incarne n'est pas au fond la version la plus concrète du mot liberté. La liberté n'est pas un miracle, c'est un entretien quotidien. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au milieu d'un discours sans caméra, a marqué un point de bascule. Elle résumait à elle seule le pivot de toute la stratégie nationale. Transformer la survie en endurance et l'endurance en projet. À ce moment précis, la guerre changeait de visage. Ce n'était plus seulement un affrontement contre des groupes armés, mais une reconquête de sens. Dans les villages, les VDP devenaient formateurs, les anciens reprenaient le rôle de médiateurs, et les jeunes, autrefois fuyants, devenaient bâtisseurs. La discipline militaire s'infusait dans la reconstruction sociale. Ce tournant tenait dans ce glissement invisible, le Burkina Faso cessait de réparer son passé pour commencer à bâtir son futur. Les chiffres d'avancée, les discours de fermeté, tout cela cachait un tournant plus profond, un changement de mentalité. Là où l'aide étrangère promettait la stabilité, la volonté nationale réinventait la dignité. Ce n'était pas un slogan, mais une mue collective, une nation qui réapprend à respirer par elle-même, une société qui se tient debout sans béquille. Les effets du redressement burkinabé se manifestaient désormais à plusieurs niveaux. Chaque groupe social y trouvait une résonance, parfois fragile mais réelle. D'abord, pour les agriculteurs. Dans les plaines de Nakami, les champs jadis envahis par les herbes hautes reprenaient vie. Le ministère de l'Agriculture rapportait une hausse de 22% de la production céréalière locale depuis la reprise des territoires. Les semences circulaient de nouveau, les marchés s'animaient et les échanges entre villages recréaient un tissu économique oublié. Les paysans, souvent membres des VDP, travaillaient le jour et gardaient leurs terres la nuit, un symbole fort d'appropriation. Ensuite, pour les entrepreneurs, les petites entreprises locales retrouvaient un souffle. Des coopératives de transformation du coton et de la noix de cajou, soutenues par l'État, employaient déjà plusieurs milliers de Burkinabés. La logique était claire. Transformer sur place, créer de la valeur avant d'exporter. Ibrahim Traoré y voyait une victoire silencieuse. Mais chaque usine ouverte est une frontière repoussée. Cette stratégie réduisait la dépendance aux financements extérieurs tout en stabilisant les revenus ruraux. Puis, pour les familles déplacées, dans les camps de fortune autour de Tenkodogo, la reconstruction prenait une tournure humaine. Des logements temporaires se transformaient en hameaux permanents. Les enfants retournaient à l'école sous escorte des VDP. Le gouvernement, appuyé par des ONG régionales, offrait des kits agricoles et des microcrédits pour relancer la vie domestique. L'État n'était plus seulement perçu comme une autorité distante, mais comme une présence visible. Enfin, pour les institutions régionales. Sur le plan diplomatique, l'impact dépassait les frontières. L'Alliance des États du Sahel, AES, se consolidait autour du modèle burkinabé. Des patrouilles conjointes avec le Mali et le Niger étaient mises en place, renforçant la cohésion sécuritaire. Ce bloc inédit, encore jeune, commençait à s'imposer comme une alternative africaine au schéma d'assistance classique.
Les capitales européennes observaient avec prudence ce rééquilibrage du pouvoir régional. Ces quatre dynamiques combinées redessinaient le pays. Le Burkina Faso devenait un organisme vivant. Chaque progrès dans un domaine nourrissait l'autre. Les infrastructures, la sécurité et la confiance s'entremêlaient. L'économie rurale renaissait là où l'espoir avait disparu. Et dans chaque discours, dans chaque geste, revenait la conviction première. Ce qui est reconquis par le peuple ne peut être confisqué. Ainsi, la reconquête cessait d'être une opération militaire pour devenir un phénomène social total, une symphonie où chaque Burkinabé jouait désormais sa note. L'avenir du Burkina Faso se joue désormais sur un fil ténu entre consolidation et tension. Les prochains mois décideront si la renaissance actuelle deviendra une stabilité durable ou une accalmie avant la tempête. Trois scénarios se dessinent, chacun plausible selon les données observées sur le terrain. D'abord, celui de la trajectoire de base, qui consiste à tenir la ligne. Dans cette hypothèse, l'État maintient le contrôle de 70 à 75% du territoire, tout en consolidant les acquis économiques. Les programmes de formation des VDP se poursuivent, la production locale augmente de 10 à 12% et la reconstruction d'infrastructures essentielles se stabilise. Les tensions régionales persistent, mais l'administration garde l'avantage grâce à la discipline et à la cohésion. Ce scénario suppose un équilibre précaire mais réaliste, celui d'un pays qui survit grâce à l'endurance collective. Ensuite, celui de l'élan optimiste, où le modèle burkinabé s'impose. Si les réformes actuelles continuent sur leur rythme, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase d'autonomie structurelle. Les alliances du Sahel, AES, se renforceraient, les corridors commerciaux rouvriraient et le taux de chômage urbain baisserait de près de 8%. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré deviendrait la figure centrale d'une nouvelle doctrine africaine, celle de la souveraineté pragmatique, ancrée dans les réalités locales. Ce scénario transformerait le pays en laboratoire d'émancipation régionale. Enfin, celui du risque critique, marqué par l'ombre du surmenage. Mais si la pression économique s'accroît, que les partenaires extérieurs freinent leur soutien et que la fatigue gagne les troupes, le pays pourrait connaître une phase de stagnation. Les régions frontalières redeviendraient vulnérables, les ressources publiques se contracteraient et la confiance populaire s'effriterait. Dans ce cas, la fragilité sociale deviendrait la principale menace plus que les armes. Entre ces trois trajectoires, la différence tiendra à une variable, la capacité de la nation à transformer l'unité du combat en unité de projet. Si la foi qui a tenu Tenko tient encore 1-1, alors l'Afrique aura sous les yeux non pas un miracle, mais une méthode. Ce récit ne parle pas seulement de guerre ou de géopolitique, mais de ce que signifie tenir quand tout semble perdu. Chaque Burkinabé, qu'il soit soldat, enseignant, maire ou élève, partage aujourd'hui une même question: comment vivre libre dans un monde qui doute de votre droit à exister? Pour le citoyen ordinaire, cette lutte résonne dans des gestes minuscules: allumer une lampe le soir sans craindre les tirs, marcher jusqu'au marché sans escorte, planter sans surveiller l'horizon. Ces scènes anodines, redevenues possibles, rappellent que la sécurité n'est pas un luxe mais une respiration. Dans les villes, les jeunes artisans recommencent à forger des outils, à bâtir des maisons, à rouvrir des ateliers. Dans les campagnes, les femmes reprennent la gestion des récoltes et de l'eau. Chacun à sa mesure participe à la reconstruction. Et dans chaque conversation revient un nom comme un refrain discret: Ibrahim Traoré, symbole imparfait mais réel d'une ténacité collective. Pour l'Afrique, cette expérience burkinabé agit comme un miroir. Elle montre que la souveraineté ne se décrète pas, qu'elle se cultive dans la poussière, le doute et la persévérance. Pour le monde, elle rappelle que la liberté n'est pas un privilège du Nord, mais une quête universelle, celle de dire non sans s'effondrer. Car au fond, ce combat-là parle à chacun.
Il interroge notre propre capacité à croire en quelque chose de plus grand que la peur. Pour traduire cette résilience en stabilité durable, le gouvernement burkinabé a défini une stratégie à trois piliers, articulée autour d'actions mesurables et d'un calendrier resserré sur 12 mois. D'abord, celui de la sécurité intégrée et de l'autonomie territoriale. Chaque région dispose désormais d'une unité d'intervention rapide composée à parts égales de forces régulières et de volontaires VDP. Ces brigades locales reçoivent une double formation, tactique et humanitaire. L'objectif est clair, passer de la dépendance défensive à la prévention active. Selon les plans du ministère, 80% du pays devra être placé sous ce modèle d'ici la fin de 2026. Ensuite, celui de l'économie souveraine et de la production locale. L'administration d'Ibrahim Traoré investit massivement dans la transformation intérieure des ressources. Coton, or, noix de cajou, culture vivrière. Des coopératives publiques reçoivent un financement en circuit court sans emprunt étranger. En parallèle, le gouvernement favorise les micro-entreprises rurales et les ateliers agricoles, afin de réduire de moitié la dépendance aux importations alimentaires. Enfin, celui de la renaissance sociale et de la formation civique. Les écoles reconstruites intègrent désormais un module de défense civique pour enseigner dès le plus jeune âge la responsabilité communautaire. Les programmes pour jeunes combinent discipline et apprentissage technique. Ce maillage social, soutenu par des radios locales, vise à recréer une identité collective autour de la souveraineté. Ces trois, et- ces trois axes ne sont pas des slogans. Ils constituent la traduction méthodique d'un idéal, reconstruire un pays par ses propres forces. Comme le répète Ibrahim Traoré, la liberté coûte cher, mais la dépendance ruine tout. Chaque pas vers l'autonomie, aussi modeste soit-il, devient une victoire mesurable. Ainsi se dessine la nouvelle carte du Burkina Faso, non plus celle des frontières, mais celle des volontés. Au crépuscule de Tenko, la lumière se posait sur la même cour poussiéreuse où tout avait commencé. Le premier ministre Ouédra et le capitaine Ibrahim Traoré s'y tenaient à nouveau, non plus comme chefs et subordonnés, mais comme deux témoins d'un pari tenu. Autour d'eux, les drapeaux rouges, verts et or flottaient, tachés de terre, lavés de sang, mais debout. Dans le silence, on entendait les marteaux des ouvriers reconstruisant les baraques, le rire des enfants jouant près du puits et, au loin, une radio murmurant Nambi se relève. Ce refrain, né d'une guerre, était devenu le symbole d'une renaissance. Le Burkina Faso, hier encore épuisé, respirait à nouveau. Ce souffle, discret mais obstiné, venait des mains de ceux qui avaient refusé de plier. Traoré leva les yeux vers le drapeau et dit simplement: Nous ne bâtissons pas un État, nous rebâtissons la foi. Cette phrase résonna comme un écho des débuts, un cercle bouclé. La nation qu'on croyait perdue retrouvait son nom, sa voix et sa dignité. Et dans cette lumière d'après-combat, l'histoire se refermait, non sur une victoire, mais sur une promesse tenue. Le Burkina Faso entre dans une ère où la victoire se mesure moins par les batailles gagnées que par les ponts reconstruits. La reconstruction est devenue un acte civique, presque sacré. Chacun y joue sa part sans attendre d'ordre venu d'en haut. Et derrière chaque mur réparé, chaque champ replanté, persiste une idée: la liberté est un travail collectif. Dans les marchés rouverts, les conversations portant encore le nom d'Ibrahim Traoré, non comme un mythe, mais comme une preuve que la fermeté peut rimer avec humanité. Pour certains, il est un chef. Pour d'autres, un simple miroir où se reflète la fierté retrouvée d'un peuple qui s'est redressé. Alors, à vous qui regardez ce récit depuis un autre horizon, que feriez-vous si votre terre, un jour, exigeait de vous le même courage? Parce qu'au fond, ce que vit le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. C'est une invitation adressée à chaque nation, à chaque citoyen, à choisir entre dépendre et décider.
Le vent du Sahel souffle déjà cette réponse. L'écouter, c'est peut-être commencer à comprendre